Vous êtes, mesdames et messieurs, sur Africa 24 et dans Politicia, votre rendez-vous politique. Qui voulait un second mandat à la tête de la Centrafrique, il vient de l'obtenir. Le président Faustin Archange Touadéra sort vainqueur de la présidentielle du 27 décembre 2020 avec 53,92% des suffrages. Une victoire encore fortement contestée par son principal challenger, l'ancien Premier ministre Anissé Georges Dologuélé, de même que le reste de l'opposition centrafricaine. Mais quels sont les grands enseignements de cette présidentielle? Le président Faustin Archange Touadéra pourra-t-il régner sur toute la Centrafrique quand des groupes armés tiennent l'essentiel des provinces et sont à quelques kilomètres seulement de Bangui, la capitale? À quand une pacification durable de ce pays de l'Afrique centrale? J'ai pour en parler 3 Centrafricains. Avec moi, Roger Andja Lamdi. Vous êtes membre de la majorité présidentielle, grand soutien du président Faustin Archange Touadéra. Vous êtes un homme heureux en ce moment puisque votre candidat a été déclaré vainqueur de cette présidentielle. Mais avec quelle légitimité? On en parle au cours de cette émission. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Fred Edgar Gassia, vous êtes le conseiller national politique de l'URCA, l'Union pour le renouveau centrafricain, un parti d'opposition en Centrafrique. Porte-parole en Europe, êtes-vous de l'ancien Premier ministre Anissé Georges Dologuélé, arrivé deuxième à la présidentielle du 27 décembre dernier avec 21,01% des suffrages selon l'ANE, l'autorité nationale des élections. Mais pourquoi contestez-vous la victoire du président Faustin Archange Touadéra? On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. La CPC, c'est la coalition des patriotes pour le changement et regroupement des plus puissants groupes armés de Centrafrique. Cette coalition a été créée le 17 décembre 2020 et contrôle une bonne partie du territoire centrafricain. Serge Simon Bozanga, vous en êtes le porte-parole. D'élection, vous ne vouliez pas entendre parler. C'est tout naturellement que vous contestez aujourd'hui la réélection du président Faustin Archange Touadéra. Mais que voulez-vous et jusqu'où voulez-vous aller? On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci de m'avoir invité. D'avoir accepté notre invitation. Beaucoup doutaient de la tenue effective d'une élection présidentielle dans un pays où des groupes armés tiennent l'essentiel du territoire. Mais le président Faustin Archange Touadéra est resté droit dans ses bottes et a maintenu le double scrutin législatif et présidentiel du 27 décembre 2020. Corinne Kamse-Eon revient ici sur ce scrutin qui a consacré la victoire dès le premier tour du président Faustin Archange Touadéra. L'autorité nationale des élections en République centrafricaine a rendu son verdict ce 4 janvier 2021. Le président candidat Faustin Archange Touadéra est vainqueur du scrutin présidentiel du 27 décembre 2020 avec 53,92% des voix. L'ancien Premier ministre Anissé Georges Dologuélé est arrivé deuxième avec 21,01% des suffrages exprimés. Ce sont au total 16 candidats qui ont pris part à cette élection. Nous sommes contents de savoir que notre candidat a été élu dès le premier tour. D'ailleurs, ça ne nous étonne pas, comme j'ai l'habitude de le dire. On ne change pas l'équipe qui gagne. Nous avons travaillé à sa réélection. Son bilan a parlé. Le peuple lui a fait confiance de nouveau. Et pour nous, c'est une satisfaction. Étant entendu que c'était un défi, ces élections-là, le peuple s'est soulevé comme un seul homme, malgré les défis sécuritaires, malgré les menaces, malgré quelques intimidations, les gens sont allés massivement voter. Selon l'autorité nationale des élections, environ 700 000 Centrafricains se seraient rendus aux urnes sur les 1,8 million d'électeurs attendus. Les élections présidentielles et législatives du 27 décembre 2020 se sont en effet déroulées dans un climat de tension. Quelques jours avant l'ouverture des bureaux de vote, des mouvements rebelles qui contrôlent plusieurs localités du pays avaient tenté une incursion à Bangui sans succès. Pour une partie de l'opposition qui dénonce en outre des fraudes durant les opérations de vote et de dépouillement, il faudra faire des recours pour contester ces résultats. Nous n'avons aucun PV d'aucun bureau de vote. Nous ne savons pas combien nous avons eu dans le bureau de vote qui se trouve à 2 km d'ici ou à 400 km d'ici. Ou jusqu'au moment où je vous parle. Comment nous pouvons faire foi à des résultats qu'on nous proclame? Donc, au moment où je vous parle, nous, en tant que parti politique et les autres candidats, ils n'ont pas les procès-verbaux issus des votes.
Le président Faustin Archange Touadéra, né à Bangui le 21 avril 1957, mathématicien de formation, a été Premier ministre de 2008 à 2013. Il est élu président de la République en 2016. La Cour constitutionnelle devrait valider cette seconde victoire le 19 janvier 2021, après la phase des recours. Pour ce second mandat, le président Touadéra doit relever le défi de la sécurisation de nombreuses régions du pays, le renforcement et la promotion de la cohésion nationale et la relance économique de ce pays d'Afrique centrale. Fred Edgar Garcia, ils sont 9 opposants centrafricains à avoir déposé ce 7 janvier un recours collectif en annulation de la présidentielle du 27 décembre 2020, dont votre candidat Anissé Georges de Logele. Pourquoi demandez-vous à la Cour constitutionnelle centrafricaine d'annuler simplement la présidentielle du 27 décembre dernier? Comme l'ancien Premier ministre Martin Djiguélé vient de dire dans l'extrait que vous venez de nous présenter, oui. Ces élections ont été la plus calamiteuse de toute l'histoire politique de la République centrafricaine. Nous nous basons sur des faits. Vous savez, les élections sont conditionnées par un code électoral. C'est vrai. Le code électoral, dans le code électoral et la constitution centrafricaine, oui. Il est prévu des scrutins au suffrage universel. Ça veut dire quoi? Direct. Ça veut dire que chaque centrafricain à l'âge de voter, qui manifeste justement la volonté de voter, doit avoir accès justement à ce vote-là. C'est ce qui n'est pas passé, c'est ce qui ne s'est pas passé en République centrafricaine. Les conditions sécuritaires n'étaient pas déjà réunies. Nombreux sont des candidats qui n'ont pas réussi justement à battre campagne. Ça veut dire quoi? Qui n'ont pas eu accès justement à leurs électeurs. Nombreux sont des bureaux de vote qui ont été validés et dans lesquels il n'y a pas eu d'élection. Les irrégularités sont tellement nombreuses qu'on ne peut accepter cette mascarade électorale. Roger Andjalandi, les chiffres sont là. Ils sont de l'ANE, l'Autorité nationale des élections. 76,31% de taux de participation. Sur les 1,8 million d'électeurs initialement inscrits, entre 700 000 et 710 000 auraient voté selon l'ANE, l'Autorité nationale des élections. Comment a-t-on pu avoir un taux de participation de 76,31% dans un pays où des groupes armés tiennent beaucoup de régions, pour être modeste? Non, mais je crois que 76%, c'est 76% du périmètre à l'intérieur duquel donc les Centrafricains ont voté. Je crois qu'il faut faire très rapidement la distinction. Mais c'est pas comme ça qu'on définit le taux de participation. Oui, mais à un moment donné, je veux dire que si vous organisez une élection dans un périmètre donné, puisque du fait d'une partie de l'opposition et donc de groupes armés, oui. certaines parties du territoire n'ont pas organisé les élections. Donc à partir de ce moment-là, ouais. on peut considérer que la partie où les élections ont eu lieu, 76% de ces gens, de ce périmètre-là, ont participé au vote. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas simplement de faire croire que 76% de l'ensemble du territoire, 76% du périmètre. Mais normalement, et il me dit, oui, ce que dit M. Garcia, oui. tous les Centrafricains, la présidentielle concerne tous les Centrafricains. Naturellement, oui, bien sûr. Et devrait se dérouler sur l'ensemble du territoire national. Il y a un contexte que Garcia a rappelé qui a impacté tout le monde. Je veux dire que le contexte n'a pas impacté que les partis d'opposition. Le contexte a impacté, y compris la majorité, donc le contexte a impacté le pays. Mais c'est intéressant ce que vous dites, Roger. Donc vous ne pouvez pas dire, on ne peut pas retenir comme la seule raison, le fait que... Non, pas du tout. Ce que vous dites est intéressant, Roger Andjalandi. Si le président Faustin Archange Touadéra est donc président, il ne sera que le président d'un périmètre et non de toute la Centrafrique. Non, pas du tout. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, en fait. Mais c'est une déduction logique. Non, allez-y. Non, il n'y a pas de logique, c'est une inférence. Vous êtes en train de faire une inférence. Ce qu'il faut retenir, c'est que le vote, oui. D'abord en Centrafrique, n'est pas obligatoire. Hein, ça, c'est de un. Et de deux, si les Centrafricains, à un moment donné, ont estimé qu'il va falloir aller voter sur une partie, puisqu'il y a
il y a une autre partie qui a été amputée, en fait, du fait. Oui, on ne peut pas imputer au gouvernement. On ne peut pas non plus imputer à l'opposition. Mais il y a une situation telle que l'opposition qui souhaitait donc une élection à bonne date a été d'accord pour participer au vote. Elle a participé, elle a échoué. Et maintenant, elle essaie d'expliquer le fait qu'elle a échoué par le fait que l'ensemble des centrafricains, donc l'universalité de vote, etc. Non, c'est pas la question. L'universalité de vote ne veut pas dire que tous les centrafricains, auquel cas, nous ne pouvons pas, à partir du moment où il y a 20% des centrafricains qui n'ont pas participé, l'universalité de vote ne tient pas. Donc même en temps normal, on peut penser qu'il y a des centrafricains qui refusent d'aller voter parce qu'il n'y a rien d'obligatoire. Donc c'est ça le sauf qu'il y en a qui voulaient voter, qui ne pouvaient matériellement pas le faire. Oui, mais ça a impacté, ça a impacté l'ensemble du processus électoral. Serge Simon Bozanga, porte-parole en Europe, êtes-vous, de la CPC. Tout ça là, c'est votre faute. Tout ce dont on est en train de parler ici, c'est vous qui faites la loi sur un certain nombre de provinces de ce pays et qui avez empêché la tenue effective de cette élection. Que vouliez-vous? Vous ne vouliez pas de cette présidentielle, mais que vouliez-vous concrètement? Non, nous ne voulions pas de cette présidentielle parce qu'elle était mal préparée dès le départ. Toutes les conditions étaient réunies pour que nous ayons une élection bâclée, au forceps, d'accord, pour voir la victoire du président, du candidat Touadéra. Déjà en commençant par l'ANE. Oui. L'ANE qui a été mise en place, l'autorité nationale des élections, qui a été mise en place en 2013, était devenue illégale, caduque, d'accord, et ne remplissait pas les conditions. Il a fallu repartir, que le gouvernement revoie sa copie, qu'il reparte à l'Assemblée nationale, que ça reparte à la Cour constitutionnelle pour avoir une nouvelle équipe de l'ANE. Donc l'organe même en charge des élections, c'était illégal, illégitime. Donc il a fallu... Oui, non. Cela a été décrié par la coalition de l'opposition démocratique dès le début. Nous, ce que nous voulions, c'était qu'il fallait qu'il y ait un dialogue avant d'aller à ces élections, parce que nous savions... Un dialogue sur quoi? Un dialogue sur la paix, sur les conditions où tous les Centrafricains, comme mon frère Roger Andjalandi vient de le dire, l'universalité du vote pourrait se faire, parce que nous tenons le pays. Et donc, il fallait discuter avec les autorités du pays pour savoir comment nous allons les faire. Et là, il y a eu une fin de non-recevoir. Monsieur Bozanga, la CPC, je l'ai dit, créée le 17 décembre dernier, qui est composée aujourd'hui des 4 ou 6 groupes les plus puissants. 8 exactement. Bon, 8 exactement. Que voulez-vous concrètement? Vous voulez le dialogue? C'est quoi l'objectif du dialogue? Vous voulez le dialogue pour parler d'abord de quoi et pour obtenir quoi concrètement? La CPC. Que vouliez-vous? Le problème qui est là, nous voulons parler de dialogue, pourquoi? Parce que le principal but de ce dialogue est de revoir, et nous l'avons déjà dit maintes fois, les accords de Khartoum qui sont devenus caducs et qui font en sorte que le gouvernement n'a pas pu, dans sa globalité, les appliquer. Vous voyez, il n'y a toujours pas de sécurité. Il a dit qu'on n'a pas pu voter. Pourquoi? Mais il y avait un plan de sécurisation qui avait été mis en place. Pourquoi ce plan de sécurisation n'a pas fonctionné? Il dit que ce n'est pas à eux qu'il fallait l'impacter. Mais si, parce que le gouvernement, la MINUSCA, d'accord, avait pris des dispositions pour qu'il y ait ce vote sur l'étendue du territoire national. Donc ce plan de sécurisation n'a pas du tout fonctionné. Edgar Garcia, il y a d'abord un aspect juridique. Dans vos propos, il en ressort un aspect juridique qu'il faut évacuer très rapidement. Vous dites, cette élection a été anticonstitutionnelle parce que violant le droit de vote des Centrafricains qui étaient prêts à aller voter. Il se trouve que la Cour constitutionnelle n'est pas de votre avis. C'est parce que la Cour constitutionnelle a dit. La Cour constitutionnelle a autorisé la tenue de cette élection dans le contexte sécuritaire qu'on sait évoqué par Roger Andjalandi. Vous savez, monsieur Roger Andjalandi vient d'affirmer une énormité. Oui. En disant que c'est vrai, le vote n'est pas obligatoire. Ce que Roger a oublié de souligner, c'est qu'il y a 1 800 000 Centrafricains qui ont manifesté la volonté d'aller voter. Absolument. Qui ont été empêchés d'exercer ce droit-là. Pourquoi? Nous étions allés aux élections. Nous étions allés aux élections simplement parce que, en plus de l'entêtement
du pouvoir en place, Oui. d'aller aux élections. Oui. La MINUSCA, qui a un mandat du Conseil de sécurité pour encadrer ou appuyer justement ce processus électoral-là, nous a également donné une garantie en disant qu'il y avait un plan de sécurisation justement de ce processus qui a été mis en place et qu'un budget a été alloué par le Conseil de sécurité pour garantir cette sécurisation du processus. Garantir la sécurisation du processus, c'est quoi? Garantir le processus de la sécurisation, oui. c'est garantir la sécurité des meetings des leaders du parti politique. Bien sûr. C'est garantir justement la sécurisation de tout le processus. De Ça veut toutes les dire des opérations de matériels, vote, des matériels de l'élection. C'est sur cette base-là, Oui. parce que les gens qui sont à la Cour constitutionnelle se sont également appuyés. Vous constaterez, Absolument. vous constaterez également D'accord. que la Cour constitutionnelle, consciente justement, les juges de la Cour constitutionnelle, conscients justement des difficultés dans lesquelles on devait aller à ces élections-là, ont conseillé, comme la majeure partie justement des forces vives de la nation ont demandé, ont conseillé justement le dialogue que la CPC évoque aujourd'hui. Le consensus politique. La conférence des chefs d'État de la CEAC Oui. s'est réunie à Brazzaville. On demandait justement au président Faustin Archange Touadéra et son gouvernement de convoquer un dialogue avant d'aller à ce processus électoral-là. Qu'est-ce que nous avons constaté sur le terrain? Tout le plan de sécurisation annoncé par la MINUSCA a été un fiasco total. Il y a des bureaux de vote où les Centrafricains ont voté. Les groupes armés sont venus, ils ont pris justement tous les instruments de vote. Le verbatim déposé ce 7 janvier sur le bureau de la Cour constitutionnelle le dit très clairement, vous y dénoncez une proportion inquiétante de votes par dérogation, la non-remise de procès-verbaux aux représentants des candidats, des manœuvres d'intimidation, des achats de votes ou encore des fraudes massives. Absolument. On ne peut pas ne pas tirer les conséquences de cet état de fait. Roger Andjalandji a commencé par la non-mise en place, en œuvre du plan de sécurisation annoncé à grand pompe en prélude à cette présidentielle. Je crois que tout le millefeuille comme ça, argumentatif, qui consiste à submerger l'opinion par un ensemble d'arguties qui, pour tenter de justifier ce que l'opposition croit être de son droit de demander donc l'annulation des élections, ce qui serait d'ailleurs un coup de force d'ailleurs contre le... Non, c'est déjà un droit constitutionnel. Oui, mais je veux dire que je parle des arguments, de tout le millefeuille qui est derrière. Oui. C'était un coup de force contre la volonté populaire. Donc, et on a tenté plusieurs fois par une manœuvre militaire pour empêcher l'élection. On demande de l'annulation, on essaie justement, là encore, de renverser la volonté populaire. Vous avez fait un aveu tout à l'heure dans votre propos liminaire. Ce que je vais dire. Vous l'avez dit. Oui. Edgar Garcia le dit. Vous avez promis sécuriser les opérations. Oui, mais ça, c'est pas... Non pas dans un périmètre, mais sur toute l'étendue du territoire. Oui, je conçois. Vous ne l'avez pas fait, ça a échoué. Je conçois, mais ça a échoué, mais je veux dire, ça a échoué, enfin, encore que ça soit relatif. D'accord. Toujours est-il que quand même, à un moment donné, nous avons eu affaire à une guerre qu'on appelle asymétrique, donc des groupes, des gens qui sont tirent un canon, les gens prennent peur, etc., etc. Je veux dire que ça, c'est très très difficile à maîtriser parce que c'est pas une guerre conventionnelle, vous comprenez. Donc on est dans une guerre complètement asymétrique. Donc à partir de ce moment-là, une partie de la population a eu peur qui n'a pas participé aux élections. Ça c'était fait. Maintenant, penser que simplement cet argument-là suffit aujourd'hui pour essayer de demander l'annulation, qui au fait était un opportunisme politique. Mais ça ne pose pas un problème de légitimité. Non, il n'y a pas question de non, la question de la légitimité, je vous ai dit tout à l'heure que le président, il sera le président de toute la Centrafrique. Oui, bien sûr. Bien sûr. Élu dans ces conditions. Mais quelle est la condition qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de légitimité? Il y a une partie de la population qui a participé. On peut être inscrit, il y a 1 800 personnes inscrites sur liste électorale, et puis le jour de l'élection, 30%, 40%, 50% participent au vote. Ça ne veut pas dire... On peut analyser le taux de participation. Ça, c'était fait, ça, politique. D'accord. Mais on ne peut pas dire que l'élection, il va falloir l'annuler parce que simplement les Centrafricains n'ont pas décidé de mettre. Non. Supposons qu'il n'y ait pas eu cette condition dégradante qui a fait que une partie de la population n'a pas participé. Que vous aviez promis régler, normalement, non, nous avons, au préalable. Nous avons nos partenaires donc, ont estimé qu'ils vont tenter de sécuriser
les élections de façon à ce que les élections déroulent dans la meilleure des cas. Mais je vous ai dit que nous avons eu affaire à une guerre asymétrique. Mais est-ce donc, et ça, c'est pas le fait du régime. C'est ça, c'est ce que j'essaie de faire comprendre. Donc, et là, je finis justement. Allez-y. Essayez aujourd'hui de rester sur la scène politique en disant oui, il faut demander l'élection. Quelle est la valeur de ça? Non, mais si ce n'est que simplement jouer à l'opportunisme ou alors non, on ne peut pas. On ne peut pas laisser monsieur Andjala dire ce qu'il est en train de dire. Non, parce que l'élection finalement, je finis, je donne la parole. L'élection, il y a eu l'élection présidentielle, mais il y a eu aussi des élections locales. Oui. Aujourd'hui, aucun de ces candidats présidentiables n'ont pas été élus. Même là où l'élection s'est déroulée, à Bangui, dans les régions où les élections se sont déroulées, normalement, ces gens ont perdu, n'ont pas gagné. Ni qualifié pour le second tour, ni gagné au premier tour. Donc il y a quand même un problème. Ça veut dire qu'en fin de compte, il y a une tromperie. Oui. Il y a une tromperie sur la représentation. Les gens aujourd'hui qui pensent que représenter le peuple africain. Peut-être que si les élections avaient eu lieu sur toute l'étendue du territoire national, votre candidat n'aurait peut-être pas été élu. Ah non, mais ça, on est sur les hypothèses, mais moi, je parle des faits. Je sais les faits. Il y a eu des élections à Bangui, à certaines régions. Et maintenant, sortir des urnes, certains leaders, aucun leader aujourd'hui, qui ont formulé la requête aujourd'hui, on est d'accord. Aucun n'a été qualifié. Bangui, c'est pas donc, même au niveau local, il n'y aura pas la légitimité de le faire. On est d'accord. Donc, continuer à parler, c'est de la tromperie. On peut perdre à Bangui et gagner. Non, c'est la tromperie. Il faut pas continuer à parler de peuple africain alors qu'ils ont perdu localement. Roger, c'est ça le problème. On va avancer. Roger, il faut savoir une chose. Là, nous sommes en train de parler de notre pays. Oui, moi je suis très sérieux. De notre pays et de notre devenir commun. Oui, non, mais Roger, tu sais pertinemment qu'au-delà de cette question sécuritaire, il y a eu des cas d'irrégularité, mais qui sont d'une extrême gravité. Nous savons tous, par exemple, à Baoro, là où les gens ont voté, les groupes armés sont venus, ils ont pris tous les instruments, tout le matériel de vote. C'est-à-dire quoi? Les urnes, les procès-verbaux, aucun document officiel n'est resté. Ils ont détruit. L'autorité nationale des élections s'est permise de proclamer des résultats dans cette circonscription-là. Où un candidat à la députation, c'est-à-dire le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, secrétaire général de votre mouvement, a été déclaré élu à 74%. D'où tenez-vous ces chiffres-là? Edgar Garcia, je propose. Attends, nous parlons de notre pays. Soyons un peu sérieux à un moment. Je propose qu'on marque une coup de pause, comme ça on va se calmer et on reviendra effectivement aborder la question concrète du recours que vous avez déposé ce 7 janvier. C'est réjouissant que vous ayez décidé de rester dans la légalité. Vous avez décidé donc de saisir la plus haute des juridictions de votre pays et qui en même temps l'arbitre en matière électorale. Et nous y croyons. Et vous y croyez. Vous faites bien d'y croire. Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite. Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré à la Centrafrique qui vient de tenir son élection présidentielle. C'était le 27 décembre dernier. À l'issue de celle-ci, Faustin Archange Touadéra, le président sortant, est crédité de 53,92% et remporte ainsi la présidentielle dès le premier tour. Il est suivi d'Anissé Georges de Logele, crédité lui de 21,01%. Lui et le reste de l'opposition ont déposé ce 7 avril à Bangui auprès donc de la Cour constitutionnelle un recours collectif en annulation. Et vous étiez, Fred Edgar Garcia, en train d'énumérer quelques cas qui traduisent les irrégularités massives telles que dénoncées dans le recours déposé ce 7 janvier devant la Cour constitutionnelle de votre pays. Pire encore, Vous savez, en République centrafricaine, nous avons des régions qui sont réputées être justement des régions qui constituent le bassin électoral centrafricain. Où les gens, ce sont ces régions-là qui font les élections en Centrafrique. Je vais parler là des préfectures de Luam, de Luam-Bendé, de l'Anana Mambéré, de la Ouaka, que tout politique centrafricain sait que ce sont ces régions qui font les élections. Dans ces régions, le vote n'a pas eu lieu.
Et ces régions sont connues pour être des fiefs, justement, de mon candidat. Anissé Georges de Loguélé. Absolument, absolument. Et ça, c'est connu. Volontaire. Et les opérations d'empêchement de ces scrutins dans ces régions-là se sont perpétrées. Mais à peine 5 km de là où il y avait des bases de la MINUSCA, qui nous a promis justement de garantir la sécurisation de ces échéances électorales-là. Voilà des points d'inquiétude que nous soulevons également. Une élection proclamée dont les PV n'ont pas été remis aux représentants des candidats dans les bureaux de vote, où les résultats, comme a prévu le code électoral, n'ont pas été affichés dans les bureaux de vote, où parfois on déplace même les urnes des lieux de vote pour aller être dépouillés à des endroits Garcia, je qui ne sont pas sécurisés. Avant la pause, vous avez choisi la voie de la légalité. Absolument. Et vous avez déposé un recours. Absolument. Devant la Cour constitutionnelle de votre pays. Peut-on faire confiance à cette Cour? Oui, il n'y a pas de raison aujourd'hui d'en douter. Si les irrégularités telles que vous les dénoncez dans le recours déposé ce 7 janvier sont avérées, il n'y a pas de raison que la Cour constitutionnelle n'invalide pas cette présidentielle. Vous savez, l'Union pour le renouveau centrafricain est un parti qui se veut républicain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes un parti où les dirigeants et les militants du parti ont foi aux institutions de la République. On foi aux lois de la décision de la Cour constitutionnelle. C'est par rapport à ça, justement, que nous avons décidé d'utiliser la seule arme que nous détenons, qui est cette arme juridique, qui nous a permis aujourd'hui, justement, de saisir la Cour constitutionnelle, et nous osons espérer, et nous croyons que la Cour constitutionnelle dira le droit. Vous, très rapidement, Monsieur Simon Bozanga, on ne peut pas ne pas se poser la question, comment en est-on arrivé là? Comment est-on arrivé aujourd'hui à une situation où il y a une envie de respecter le calendrier électoral, de respecter le délai constitutionnel en ce qui concerne l'organisation de la présidentielle? Le pouvoir a voulu tenir ce délai. Mais sur le terrain, vous occupez une bonne partie du pays et vous empêchez la sécurisation des opérations de vote. La question c'est, qu'est-ce qui vous a amené à ce point? Vous avez parlé de l'accord de Kartoum qui n'a pas été respecté. Maintenant, parlons concrètement. Qu'est-ce qui, dans cet accord, signé en février 2019 à Kartoum, je le rappelle, n'a pas été respecté par le pouvoir et qui justifie aujourd'hui que vous preniez en otage des provinces entières de votre pays, la Centrafrique? Dans ces accords de Kartoum, il était question de pouvoir trouver avec le gouvernement les voies et moyens pour amener la sécurité dans le pays. Concrètement, ça supposait quoi? Que vous désarmiez? Il fallait faire le désarmement, il fallait faire la démobilisation, mais c'était en accord avec le gouvernement. Les conditions n'étaient pas remplies. Même s'il y a ça, dans les accords de Kartoum, il y a un mécanisme de suivi. Pourquoi ce mécanisme de suivi n'a pas fonctionné? Ou n'a pas suivi? Qu'est-ce que le gouvernement devait vous offrir Non, le gouvernement a manipulé les groupes armés. Ils ont même à la limite un accord, c'était pour juste la vue du monde. C'était de la pure manipulation. Pensez que donner des strapotins aux groupes armés, donner des régions qu'ils contrôlaient, et en fait l'objectif était que derrière, pour les élections, ceux-ci puissent être plutôt les garants du gouvernement pour la fraude électorale à venir. Absolument. Vous voyez, et ça là, sérieusement, les groupes armés se sont rendus compte que c'est pas faisable. Absolument. Pour revenir sur les fraudes, comme il a dit, on a vu qu'à Baoro, par exemple, comme l'expliquait Fred Garcia, le fief de Loguélé, voilà, il n'y a pas eu de vote. Les urnes ont été brûlées, les PV brûlés, les bulletins brûlés. Et on donne le Premier ministre Sarandi gagnant à combien de... 74. 74. C'est faux. Deuxièmement, si on regarde les chiffres, on dit qu'il a gagné au premier tour avec 53,92% des voix. Mais c'est faux. Lors de la proclamation des résultats par l'ANE, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit que le candidat Anissé Georges de Loguélé était crédité de 31%. D'accord? Et à la fin, on voit le rapporteur général qui vient, non, c'est plus 31%, c'est 21%. Là aussi, il y a une manipulation des chiffres. Donc la fraude n'a pas simplement consisté dans les trucs, mais aussi dans la proclamation même des résultats. Vous voyez? Donc, en fait, le pouvoir avec l'ANE, la Cour constitutionnelle et leurs parrains russes avaient tout orchestré pour le premier coup KO de cette élection-là. Et là, les groupes armés n'étaient pas d'accord. À la limite, ce qu'on peut dire, que c'est un coup d'État
électoral auquel nous venons d'assister, qui a été perpétré sous nos propres yeux. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Il y a une question. La question principale, c'est qu'est-ce que vous, en tant que groupe armé, vous attendiez du président Faustin Archange Touadéra et qu'il n'a pas fait? Je n'ai pas très bien compris. On n'a pas très bien compris. Il vous a déçu à quel moment? Mais parce que il n'a pas respecté sa parole. Il y a même des chefs rebelles qui ont eu des postes ministériels et qui venaient à Bangui siéger au gouvernement qui retournait. Oui, mais ça c'était justement, c'est ça en fait. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et même s'ils venaient siéger, ce qui se passait vraiment et que nous n'avons pas voulu, c'est que le gouvernement nous laissait comme ça, à l'abandon, maîtriser, comment dire ça, nous utilisait, manipulait pour faire du mal à la population et lui s'en tirer à bon compte. C'est comme et ça. s'en tirer à bon compte. Roger, mais attendez, les événements qu'il y a eu à Bambari. Non, mais les événements qu'il y a eu à Bambari, on remonte quelques années en arrière. Bambari, Alindao, Obo, Bambouti, etc. Où est la présence? Et même le double jeu de la MINUSCA n'était pas acceptable. Vous voyez, ça encore, c'est un autre paramètre qu'il faudra prendre en compte. Je crois que, oui, je pense que au coup d'État qui a donc avorté, finalement, un coup d'État... Quel est le coup d'État? Quel coup d'État? J'en viens. Non, il faut expliquer, c'est quoi un coup d'État? Non, expliquez-nous, c'est quoi un coup d'État? On va aborder cette question précise. Vouloir renverser l'ordre. En fait, je veux dire que à la manœuvre qui consistait donc à renverser l'ordre établi, aujourd'hui, ce fameux coup d'État qui a échoué pratiquement, nous assistons là encore à un coup de génie de l'opposition armée et l'opposition politique finalement, qui consiste à vouloir faire croire à des gens... La question c'est comment en est-on arrivé là? Non, mais j'en viens. Qu'est-ce qui fait qu'après 2019 à Katoum, on en soit encore à ce point de blocage, au point d'organiser une présidentielle, un double scrutin législatif présidentiel dans des conditions aussi compliquées? Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? D'abord, je finis là de raisonner, c'est-à-dire que aujourd'hui, on tente de faire croire à l'opinion, on évite donc finalement la commune renommée, la rumeur simplement, qui consistera à dire que oui, à tel endroit, il n'y a pas eu d'élection, qu'on a déclaré l'ancien Premier ministre élu, etc. Je veux dire que ça... Si ces arguments-là ont de la réalité, naturellement, il y a un recours, une requête en cours. Donc on verra très bien. On ne peut pas aussi aujourd'hui affirmer qu'il n'y a pas eu d'élection dans une région et que l'ancien Premier ministre, donc Mathieu Sarandi, aurait été déclaré gagnant sur la base du néant. Ça encore, c'est un autre coup de génie. On va laisser la question de recours. La Cour constitutionnelle va examiner le recours. Alors, naturellement, la Cour constitutionnelle va examiner le recours. Elle en a jusqu'au 19 janvier, effectivement. Les propos qu'on vient d'entendre ici, si ces propos-là ont de la réalité, la Cour constitutionnelle, naturellement, donnera donc une suite favorable à ce machin. Donc, je refuse, moi, de rentrer dans des cas comme ça, isolés, où on va inviter des faits, etc. Non, mais c'est de ça qu'on parle, Roger. Donc, justement, alors... On est en train de parler du processus électoral. Oui, justement, oui. Ce sont des faits. Oui, mais justement, mais ce sont des faits que vous rapportez et qui vous tentez de donner une autre... Des faits qui ont été confirmés. On va laisser les questions. Des faits qui ont été confirmés par le gouvernement. On va laisser les questions de recours. Et la MINUSCA. On va laisser les questions. Je ne peux pas. On va laisser les questions de recours au juge électoral. Le juge électoral va régler ces questions pratiques-là. La question, Roger Andjalandi, c'est qu'est-ce que vous avez fait? On se souvient lorsque, en 2015, 2016 on va dire, le président Faustin Archange Touadéra a été élu et prêtait serment. Il disait, je vais sécuriser mon pays. La principale promesse aux Centrafricains, c'était de sécuriser la Centrafrique. Oui, bien sûr. Et on en est encore là aujourd'hui. Non, mais justement, le pays, il y a eu des efforts. Il ne faut pas non plus, penser qu'aujourd'hui, le bilan, même sur le plan sécuritaire, est assez exceptionnel, en moins de 5 ans. Donc, la question, c'est que nous avons eu affaire, à un moment donné, à un opportunisme politique qui consisterait à aller inviter donc ces groupes armés pour venir perturber, parce que la volonté, justement, et de groupes armés, ceux qui sont devenus un groupe armé après, mais et de l'opposition politique, ce n'était pas aux élections réellement, c'était de provoquer une transition. Et donc, ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas avoir ça. La seule sortie honorable, c'était naturellement de provoquer ce coup-là. L'opportuniste dont vous parlez s'appelle François Bozizé. Oui. Ce 4 janvier, le procureur général près la cour d'appel de Bangui a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire contre l'ancien président François Bozizé pour tentative de coup d'État bien sûr. et rébellion. Bien sûr. Les problèmes sécuritaires,
existait depuis avant le retour, en décembre 2016, de François Bozizé. Pourquoi voulons-nous aujourd'hui imputer à François Bozizé une situation qui était quasi permanente? Il y a des gens connus qui disaient clairement nous voulons renverser le régime à Bangui. Oui, non, mais... Pourquoi le procureur, aujourd'hui, expliquez-nous quel rôle concret François Bozizé a-t-il joué aujourd'hui et qui justifie effectivement que la justice monte au créneau? Non, mais je vais dire que le procureur est en train de charger Bozizé pour ce qu'il est en train de faire, la rébellion, c'est un fait aujourd'hui. Mais c'est un fait, il a fait une déclaration, il a été coalisé dans des groupes armés qui étaient dans l'accord de Khartoum. Oui. Pour servir. Oui, bien sûr. Bon, pour servir maintenant un autre coup. Je veux dire qu'en fait, quand c'était un double coup, j'allais dire, en fait, hein, il y a eu le fait. Oui, c'est ça. Il est là, il va nous dire. Oui. Monsieur Bozanga, François Bozizé, l'ancien président centrafricain, a-t-il tenté de vous instrumentaliser pour renverser le président Faustin Archange Touadéra? Non, mais absolument pas. Ça, c'est un faux procès. Soyons sérieux. Comme vous venez de le dire, les groupes armés, la rébellion, le pouvoir a souvent été acculé. Le pouvoir est incapable de sécuriser le pays. On voit bien comment les groupes armés maîtrisent le pays, sont, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à Bambari, Obo, Kagabandro, etc. Donc, le président Bozizé est revenu en décembre 2019. Oui. Il est revenu dans la paix. Il est venu en disant « je veux rentrer chez moi », alors que le gouvernement a tout fait pour l'empêcher de rentrer chez lui. Et il est quand même rentré. Il est venu et il a dit « je veux la paix ». Il a été populaire, il s'est présenté par... Attendez, M. Roger a dit. Et donc, il n'est pas venu avec des intentions belliqueuses. Loin de là. Il a voulu, en tant que centrafricain, revenir dans son pays et il est venu aussi pour se présenter à l'élection présidentielle dans la paix. Invalidé par la Cour constitutionnelle. D'accord, sa candidature a été invalidée par la Cour constitutionnelle, mais il se trouve que... Et il a publiquement déclaré vous soutenir. Oui, mais parce que pourquoi? Parce que la CPC est une nouvelle formule. Attendez, aujourd'hui... Attendez. Oui, c'est ça. Attendez. Aujourd'hui, les groupes armés décident de baisser les armes. Ils ont décidé eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas pu le faire avec le gouvernement. Ils ont décidé de baisser les armes. Ils ont décidé de refaire la paix entre eux, de faire la paix entre les musulmans et les chrétiens. Les groupes armés... Ce que vous dites nous permet de marquer une coup de pause. On me signale que le temps est parti pour cette partie. Et terminé, on va marquer une coup de pause. D'accord. On se retrouve dans quelques instants pour parler des mois à venir, de l'avenir de la Centrafrique, de comment pacifier durablement ce pays où les habitants ont tant souffert déjà. A tout de suite. Troisième partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré à la Centrafrique. Mes trois invités sont toujours avec moi. Serge Simon Bozanga, porte-parole en Europe de la CPC, la coalition des patriotes pour le changement. C'est un regroupement de 8 groupes armés. Vous menacez toujours de qui détiennent plus de 80% du territoire. Dites-vous, vous menacez toujours de descendre sur Bangui et de chasser du pouvoir le président Faustin Archange Touadéra, dont vous contestez toujours la réélection. Fred Edgar Garcia, porte-parole d'Anicet Georges Dologuélé, arrivé deuxième de cette présidentielle, est avec nous toujours. De même que Roger Andialandi, soutien du président Faustin Archange Touadéra. Vous étiez en train de nous expliquer, Monsieur Bozanga, que Bozizé n'a pas tenté de vous instrumentaliser pour renverser le pouvoir à Bangui. Ah non, pas du tout. Une question pour commencer cette partie. Certains de vos compatriotes soupçonnent la France de soutenir Bozizé. Je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas d'opinion sur cette question. Et indirectement, de vous soutenir. Pouvez-vous nous dire, à cette table, si vous avez le soutien d'un pays étranger, plus précisément de la France? Non, mais dans ce cas, il faudrait remonter depuis longtemps. Non, nous n'avons pas de souci. C'est un problème aussi loin que vous voulez, et dites-nous. Non, c'est un problème centrafricain. Il faut mettre un terme à cette déstabilisation que connaît le pays depuis des décennies. Il faut mettre un terme. Les frères ennemis peuvent faire la paix.
Aujourd'hui, donc, comme je le disais, Vous voulez pratiquer la langue de bois? Non, c'est pas la langue de bois. Non, mais dans les différents communiqués de la CPC, aujourd'hui, on en a 6. On a expliqué clairement que la volonté de la CPC était de baisser les armes, de faire la paix entre chrétiens, musulmans, entre les anti-Balaka et les anciens Séléka. Aujourd'hui, tout le monde dit « Ah, ben ça, c'est une alliance de circonstances, c'est une alliance contre nature. » Non, c'est une vraie volonté de pouvoir aller à la paix et de baisser les armes. On ne voit pas encore des comportements de paix de votre, Pourquoi? de votre côté. Ah ben, Mais rien que... ce 7 janvier encore à Boua, oui. Il y a eu des affrontements entre vos éléments et les FACA. Oui, mais ça, les FACA, c'est autre chose. Les FACA, non. Écoutez, dans la déclaration numéro 1 et même la numéro 2, on a dit que nous ne nous attaquons ni aux FACA, ni à la MINUSCA, ni à tout ce qui bat pavillon diplomatique. Non. Mais par contre, c'est contre... Non. Vous attaquez à qui? Non, on s'attaque contre ceux qui nous attaquent. Parce que c'est la MINUSCA qui tire en premier. Et la MINUSCA est appuyée en arrière par les Russes. Vous parlez de la France. Par contre, le président Touadéra, il s'est fait assister des instructeurs russes, des mercenaires russes de la société Wagner, qui appuient justement les FACA et qui attaquent nos positions. Voilà pourquoi nous ripostons. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas dire que c'est la France qui est derrière, etc. C'est un problème. Non, vous posez la question. Non, mais c'est pour ça que j'en viens. Donc, c'est comment c'est clair? Voilà. Vous n'avez aucune espèce de soutien, ni de Bozizé, ni de la France. Le président Bozizé a vu en cette nouvelle coalition un espoir pour la paix. Et il a soutenu ça. En fait, il a soutenu ça. D'accord? Donc, il est libre de soutenir. Il est libre. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, les gens se rendent compte que finalement, Bozizé avait raison. Quand on l'a renversé en 2013, c'était un homme ouvert au dialogue. Il y a eu les accords de Libreville. Oui, c'est vrai. Eh bien voilà, il a aussi associé les rebelles à la table. Mais ils n'ont pas voulu, coûte que coûte, il fallait le renverser. Fred, d'abord, très rapidement, Fred, je l'ai dit, Anissé Georges de Logele fait partie des 9 opposants qui ont saisi la Cour constitutionnelle. Elle a jusqu'au 19 janvier prochain pour délibérer, donc pour dire si elle valide ou pas cette présidentielle. Dans l'hypothèse qu'elle est validée, que Faustin Archange Touadéra, quand même, est le président élu de la Centrafrique. Quelle serait votre posture? Pour envisager justement l'avenir, il faut que les problèmes du présent soient solutionnés. C'est cela. Pour amorcer justement l'avenir dans les meilleures conditions. Des échanges que nous avons ici, vous avez pu constater que le problème est entre des gens qui se connaissent bien. Oui. Je m'explique. Oui. Vous savez, le président Faustin Archange Touadéra a été allaité politiquement de la mamelle de François Bozizé. C'est vrai. C'est le président François Bozizé qui a emmené Faustin Archange Touadéra au pouvoir. Nous avons eu plusieurs débats sur votre plateau ici, avec Roger Andjalandi et d'autres représentants du parti du président Faustin Archange Touadéra. L'accord de Khartoum, nous l'avons toujours dénoncé sur vos plateaux. Toujours dénoncé. Les représentants de MCU ont toujours passé le temps d'essayer justement de justifier, de défendre cet accord-là, plusieurs fois sur votre plateau. Ça veut dire quoi? Ce sont des gens, les groupes armés qui aujourd'hui ont pris les armes, qui se retournent contre Touadéra. Ce sont des gens qui ont été entretenus par Touadéra durant 5 ans. Et ça, nous l'avons dit. Bozizé étant justement celui qui a la paternité politique de Faustin Archange Touadéra, les groupes armés qui ont été ses partenaires, et Faustin Archange Vous dites quelque chose de très intéressant. sont des gens qui se connaissent bien. Oui. C'est à eux justement, c'est à eux de dire au peuple centrafricain. J'ai dit tantôt que mon parti et les responsables de mon parti, nous sommes des républicains. Ces gens-là qui se connaissent bien, qui aujourd'hui prennent notre pays et son peuple en otage. C'est à eux justement de s'entendre et de trouver des solutions aux problèmes qui gangrènent notre pays aujourd'hui. Et ça, dites-nous avant de terminer très rapidement, Fred Edgar Garcia, le président Faustin Archange Touadéra, vous rappeliez l'accord de Khartoum un peu avant. Il disait, il n'a pas d'armée, il y a un embargo contre son pays. Tu ne peux pas désarmer des rebelles quand tu n'as pas une armée. Et il a préféré, pour reprendre son expression, désarmer les cœurs. Bon, on se rend compte, ni les cœurs même ne sont désarmés, ni les gens ne sont désarmés véritablement. Dites-nous concrètement, qu'est-ce qu'il aurait pu faire
précisément par rapport à la question sécuritaire, dans les conditions d'alors où il n'y a pas de FACA, il n'y a pas d'armée véritable, il n'y a pas d'armes puisqu'il y a un embargo sur les armes en Centrafrique, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Vous avez vu le génie que le président Faustin Archange Touadéra a déployé là? C'est-à-dire qu'en fait, il a fait marcher des accords militaires. Chose que depuis 2016, la première sortie officielle, ce que vous dites. la première sortie officielle de notre candidat qui avait laissé le pouvoir à Faustin Archange Touadéra, il disait à cette époque-là qu'il fallait que Touadéra fasse ce qu'on appelle de la diplomatie offensive. Nous avons des accords militaires qui ne sont pas sous embargo. Aujourd'hui, il les a fait marcher. Aujourd'hui, il les a fait marcher. Ouais. Pourquoi, quand il a senti que son pouvoir était menacé, il nous a sorti ce génie? Où il était capable d'aller faire marcher justement des accords politiques. Et ça, on l'a dit toujours sur ce plateau-là. Effectivement, vous avez raison. Hein, et il va vous répondre, je rappelle, pour la petite histoire, que c'est la première fois de son histoire que le Rwanda a dépêché des éléments des éléments d'élite à Bangui pour sécuriser le régime du président Faustin Archange Touadéra dans le cadre d'un accord bilatéral, pas dans le cadre de l'ONU. C'est la première fois que le Rwanda le fait. Et ces éléments, sont les éléments les plus précieux de l'armée rwandaise qui ont été envoyés à Bangui. Et puis on a les militaires russes. Pourquoi effectivement, comme il le dit, n'avoir pas d'abord cherché à sécuriser les Centrafricains plutôt que de chercher maintenant à sécuriser son pouvoir? C'est le sentiment qu'ils ont. Non, la question, vous avez bien fait de rappeler tout à l'heure. Le président a pensé à un moment donné de l'histoire de notre pays que l'État, l'ossature de l'État n'était pas en capacité de faire front à une guerre qu'il aurait déclarée il y a 5 ans en arrière. Il a pensé que c'était utile de former, de doter notre armée et après, naturellement, aller faire appel éventuellement à un accord, dans le cadre d'un accord bilatéral au Rwanda, puisque vous citez la question etc. Donc on ne peut pas, la question, on ne peut pas vouloir dire aujourd'hui que oui, pourquoi on ne l'a pas fait avant, etc. On ne le fait pas avant comme ça. Parce que celui qui a la meilleure connaissance de l'ossature de l'État centrafricain aujourd'hui, c'est le président de la République. S'il a jugé utile aujourd'hui, d'ailleurs, il y a très récemment, à déclarer que notre pays était en guerre, parce qu'il estime que aujourd'hui l'État est en capacité. Mais ça fait longtemps que la Centrafrique est en guerre. Oui, non, mais attendez, il y a une agression, et puis justement en guerre. Alors donc aujourd'hui, est pire aujourd'hui qu'il y a 5 ans. On renverse la situation. Donc, être en guerre, c'est très différent d'être agressé. Hein. Enfin, on a été agressé à un moment donné, mais là le chef d'État déclare ouvertement que notre pays est en guerre. Ça veut dire qu'il met les moyens de l'État. Il met les moyens de l'État pour sortir le pays. Donc c'est ça le problème. Bon, c'est ça la contradiction, Roger. Normalement, quand on est en guerre, on n'organise pas une présidentielle. Non, mais il a déclaré la guerre après que nous en a été l'ancien chef d'État a réorganisé donc les groupes armés qui étaient dans le cadre du DDR, étaient en train de se démobiliser. Oui. Et donc, du coup, il s'est dit, mais on est dans le cadre du DDR, on est en train de démobiliser nos groupes, de désarmer les groupes armés. Et maintenant, il faut s'imposer sous prétexte de vouloir, je ne sais pas, il y a une espèce de pirouette comme ça que le CPC expliquerait qu'il serait l'homme de paix. En tout cas, une conception très spécieuse de la paix que vient de développer donc mon cher ami Serge. Qui me surprend d'ailleurs. Et donc voilà, donc à partir de ce moment-là, on estime qu'il n'y a pas d'autre issue maintenant que de se déclarer en état de guerre. Et donc là, vous verrez très bien que les choses vont avancer. Je voulais faire une parenthèse simplement. Une dernière chose, très vite. Oui. Notre ami de l'URCA, il était en train de dire que le président Dolégué aurait laissé le pouvoir. En fait, ça veut dire que concrètement, il y a 5 ans derrière, c'était encore Dolégué qui a gagné les élections et qu'il a encore Dolégué aurait gagné les élections parce que simplement aujourd'hui, l'URCA est un peu, j'allais dire, étourdi par un lapsus. Quelqu'un qui dit 21% ou 31%, il fait lapsus de dire 21, il dit 31, et ce lapsus-là aujourd'hui a pratiquement étourdi, nos amis de l'URCA, au tel enseigne qu'aujourd'hui, ils ont fait un problème. Et c'est ça, c'est curieux. Nous voulions que vous soyez étourdis comme ça par un lapsus. Les questions d'irrégularité liées à cette présidentielle, c'est à la Cour constitutionnelle de votre pays de les trancher. Nous étions en conteste, c'est-à-dire nous sommes après le 19 janvier. La Cour constitutionnelle déclare définitivement élu Faustin Archange Touadéra. Qu'est-ce que vous allez faire par rapport aux différents éléments que nous évoquons ici, y compris principalement la question sécuritaire?
Oui, si demain la Cour constitutionnelle dit clairement que le chef d'État constate qu'effectivement tout ça a été fait de manière régulière et que le chef d'État, il déclare le chef d'État comme définitivement élu, naturellement le président de la République va tenir compte et puis il appréciera à ce moment-là qu'est-ce qu'il conviendra de faire pour la perspective. Il n'y a pas de plan, ça fait des années que... Non, mais même s'il y a un plan, je ne peux pas vous dire là, aujourd'hui, maintenant, que voilà, tel plan était là. Je ne peux pas le dire. Je vous dis de manière très j'ai évoqué le communiqué de ce 4 janvier du procureur général après la cour d'appel de Bangui et ouvrant une information. Vous allez l'arrêter, Bozizé? Il y a des poursuites. La justice, elle est autonome. Et la justice ne peut pas venir à la radio s'amuser. Non, mais écoutez, c'est une blague. Dit les choses, la justice va se faire. Je vais juste rajouter quelque chose là-dessus. Le président Bozizé, il y a même eu un mandat d'arrêt contre lui. Ce monsieur rentre chez lui. Pourquoi vous n'avez pas appliqué ce mandat d'arrêt? Il est venu, il s'est montré à tout le monde, il était assez populaire. Pourquoi un juge ne l'a pas convoqué? Le président de la République a estimé que la situation ne nous permettait, puisqu'on était dans cette dynamique de la paix, et donc le temps de la justice allait venir. Simplement. C'était pas qu'il était... On le soustrait à la justice. Vous aussi, vous êtes que des opportunistes par rapport au là, aujourd'hui, l'ancien chef d'État a accéléré ce temps de la justice et naturellement, l'autorité de l'État va s'imposer. Donc l'arrestation de François Bozizé contribuera à pacifier un peu les choses. L'arrestation, y compris tous ceux qui ont violé encore l'accord de Khartoum, qui se sont coalisés avec Bozizé, seront poursuivis. Je crois que les choses sont claires. Et cette fois-ci, pas la Cour. Là, il s'adresse à nous et ça veut dire que la porte est fermée au dialogue. La porte est fermée, on ne peut plus discuter avec le candidat, enfin le président élu. Vous allez continuer dans la guérilla comme ça. Écoutez, on va les emmener à la table des négociations. On va marcher, on va aller sur Bangui. Ça, il n'y a plus de doute. Vous allez marcher sur Bangui. Nous allons marcher sur Bangui. Il y a en face les Russes, les Rwandais, les FACA et la MINUSCA. Nous le savons. Nous le voyons. Ça ne vous impressionne pas? Non, pas du tout. Vous avez suffisamment de moyens pour marcher sur Bangui? Mais tout à fait. Je vous le confirme. Ça fait déjà plus de 15 jours qu'on n'a pas réussi à enfoncer la ligne de défense. La ligne de défense de Bangui est très solide. Et vous parlez de Bangui. On aurait dû affronter, écraser la ligne de défense. Mais pensons aux Centrafricains qui sont dans l'arrière-pays. Non, parce que dans ils sont autant importants. Je parle là du fait qu'ils ont dit qu'ils vont prendre Bangui. Je parle de Bangui là. Oui. Je parle de Bangui parce qu'ils ont dit qu'ils vont y prendre Bangui. Oui. Ils auraient dit prendre. Ils ont déjà pris des provinces. Non, pas du tout. Ils n'ont pas pris de provinces. Ils font des guerres asymétriques, etc. Tirer canon par-ci par-là. Ils fuient, se déplacent, etc. Ils n'ont pas pris de Bangui. Il y a une présence militaire en Centrafrique, mais il n'y a pas 80% du territoire national qui est occupé par les groupes armés. Sur les 16 provinces centrafricaines, il y a 16 préfets dans la préfecture de Bangui aujourd'hui. Je veux dire que c'est totalement faux. Il y a une présence militaire en Centrafrique, c'est évident, mais il n'y a pas une occupation à 80% du territoire national. Ça, je vous laisse le dernier mot Fred Edgar Garcia. Une fois de plus encore, vous avez vu la nature caméléonesque justement des gens qui soutiennent Touadéra. C'est-à-dire qu'en fait, ils apprécient les difficultés centrafricaines par rapport justement à leurs intérêts à eux. C'est-à-dire, et vous l'avez évoqué, c'est-à-dire qu'est-ce qu'eux ils pensent des populations centrafricaines qui vivent dans l'arrière-pays. Aujourd'hui, le porte-parole de la MINUSCA, pour ne pas le citer, M. Vladimir Motero, nous vendait justement le plan de sécurisation de tout le territoire centrafricain. Oui. Depuis 2 jours, il nous parle du plan de sécurisation de la ville de Bangui. On fait quoi les autres centrafricains? Il faut qu'on soit un peu sérieux. Aujourd'hui, vous m'avez demandé quelle va être notre attitude si jamais... Vous avez dit que vous resterez républicain. Mais on est républicain. Et vous serez ouvert, effectivement. Et je répète encore que nous avons confiance aux institutions judiciaires de notre pays. On s'en remet donc. Et les résultats qui ont été proclamés sont des résultats provisoires. Absolument. Ces résultats ne sont pas définitifs. À la Cour constitutionnelle de votre pays qui, d'ici le 19 janvier, va donc se prononcer par rapport à l'annulation ou non de cette présidentielle. Il n'y a aucune espèce de raison de douter de la crédibilité de cette juridiction. Merci à vous. Fred Edgar Garcia, porte-parole en Europe, Danissé Georges Dologuélé, arrivé 2e à la présidentielle du 27 décembre 2020. On retiendra votre posture républicaine dans cette émission. On suppose que les militants de votre parti donc se garderont également de toute action de violence. Roger Andjalandi, grand soutien du président Faustin Archange Touadéra. On l'a vu. Vous êtes content de votre victoire, mais la Cour constitutionnelle doit encore se prononcer.
Qu'en sera-t-il effectivement d'ici le 19 janvier? On le saura très rapidement. Simon Bozanga, merci à vous également d'avoir participé à cet échange. Porte-parole en Europe de la CPC, la coalition des patriotes pour le changement. Le changement, vous le voulez, et vous avez promis ici marcher sur Bangui. Parce que le pouvoir ne nous laisse pas le choix. Ne laisse pas le choix. N'ouvre pas le dire. Avez-vous les moyens humains et militaires effectivement de prendre le régime sécurisé aujourd'hui par les Russes et les Rwandais? L'avenir nous le dira. Merci à vous. L'avenir nous le dira. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux comme toujours à suivre et restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci à vous.